ce qui s'était passé au Sénat, et notamment, pour y arriver directement, le fait qu'un certain nombre de textes avaient été votés, et je pense en particulier à la PPL sur la carte de l'intercommunalité et aussi sur l'abrogation du conseiller territorial. Alors on peut faire comme si rien n'existait. On peut faire comme si le Sénat n'existait pas. On peut même minorer le rôle du Sénat, considérer que l'Assemblée nationale ayant le dernier mot, et je n'ai pas l'intention de revenir sur cette disposition institutionnelle, dans le fond, le Sénat n'aurait pas d'utilité. Moi, je crois que c'est une erreur. Je crois que ce qui s'est passé dans ce pays est à prendre en considération parce qu'il y a eu une évolution, y compris même dans l'opinion. Et je sais le regard qui était porté sur le Sénat, alors je vais presque dire dans le passé, puisque j'ai vu que plusieurs études d'opinion montraient que les Français, depuis près de 2 mois, d'une part, avaient beaucoup plus d'intérêt en direction de notre Assemblée. J'ai longtemps, en tant que président de groupe ici, je me suis longtemps exprimé en dénonçant le climat d'indifférence médiatique, presque, dans lequel vivait notre Assemblée, pour ne pas me satisfaire de cette évolution. Mais vraiment, il y a un regard nouveau qui est porté sur le Sénat, des interpellations vers moi en tant que nouveau président du Sénat, mais aussi beaucoup de mes collègues, des encouragements, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit des encouragements ou des interpellations partisans. C'est des gens de droite, des gens de gauche qui ont vu que le 25 septembre et puis le 1er octobre, concrétisation de ce qui s'était passé le 25 septembre, il y avait eu un événement fort. Les institutions de notre Ve République qui paraissaient amputées du côté, alors je vais dire maintenant du côté gauche, ont enfin retrouvé un rythme normal puisque une assemblée, le Sénat, a pu connaître l'alternance. Alors dès que je suis arrivé aux responsabilités, et je veux encore une fois me féliciter du climat dans lequel les choses se sont passées, il y a eu une transition républicaine qui m'a paru tout à fait exemplaire, et ce sont des moments comme cela, vous savez, qui vous redonnent le goût à la chose publique et à croire en de grands principes, et notamment les principes démocratiques, y compris, bien sûr, je pense à certains de mes collègues de l'ancienne majorité sénatoriale qui étaient les premiers à dire l'alternance est exprimée le 25, il faut qu'elle se concrétise le 1er. Tout cela est donc pour moi un moment qui a été un moment fort, et immédiatement après assailli, en particulier par vous, sur un grand nombre de questions, certaines qui me paraissent essentielles, et d'autres qui mériteraient qu'on puisse en discuter plus longuement. Je voudrais vous dire ce matin que, pour moi, ce qui est très important, c'est d'abord le travail législatif qui est effectué ici. Nous sommes une assemblée politique, je dis, au même titre que l'Assemblée nationale. Ça correspond à une histoire, à une lecture de nos institutions. Les Français sont très largement, majoritairement pour le bicamérisme. Et en conséquence, je pense qu'on voit bien ce que le Sénat représente ici. Alors je voudrais commencer par vous dire que nous avons travaillé, et vous avez pu le voir, nous allons y revenir certainement dans la discussion, au travers des textes qui ont été discutés. Là aussi, je suis un peu étonné de certaines réactions, encore une fois, pas les vôtres, où certains responsables de la majorité nationale trouvent absolument incroyable que le Sénat décide de s'occuper des collectivités locales en abrogeant le conseiller territorial, ou prennent des dispositions à la lecture de la loi de finances, du budget, qui ne vont pas dans le sens de ce qui est fait dans ce pays depuis 4 ans, mais plutôt dans le sens de ce que la gauche, dans sa globalité, représente dans notre Assemblée, en tout cas dans les projets qui sont les siens. Donc, vous avez vu, nous allons y revenir. Je ne veux pas être trop long dans cette introduction. C'est tout de même un travail assez considérable qui a été effectué encore cette nuit avec le vote du PLFSS. Ça, c'est le travail législatif. Vous saurez certainement amener à m'interroger à la fois sur les textes qui ont été votés pour les collectivités territoriales, ce que nous avons voté, mais
en consensus concernant la protection des citoyens. Et lorsqu'on me disait, oui, mais est-ce que le Sénat va se mettre dans l'obstruction puisque cette Assemblée est passée à gauche? Est-ce que vous allez gêner un petit peu le jeu démocratique? Vous voyez que non, puisque sur plusieurs textes, je pense à Dexia, je pense aussi aux médicaments, le texte sur les médicaments présenté par Xavier Bertrand, projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Sur d'autres textes encore, nous avons pu nous retrouver et aller dans le bon sens. Et bien sûr, sur tous les textes qui concernent les budgets, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors en même temps, deuxième point, et puis je terminerai par un troisième, il y a la nouvelle gouvernance du Sénat. Vous avez compris que d'emblée, ce que nous souhaitions, c'est que ce que j'avais pu dire en tant que président d'un groupe minoritaire, un groupe d'opposition, groupe socialiste, les valeurs auxquelles nous faisions référence, les principes qui étaient les nôtres, nous voulions les appliquer une fois arrivés aux responsabilités. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que nous mettions en place ce que l'on a appelé une gouvernance apaisée. Bon, il faut se méfier des termes, hein. Il y a des mots qui deviennent modernes et puis qui se démodent très vite ensuite. En tout cas, que les principes républicains puissent jouer, et notamment le respect des droits de l'opposition. Je me permets de vous faire remarquer que ça n'a pas toujours été comme cela. Jusqu'à présent, les présidences des commissions étaient attribuées à la majorité, ainsi d'ailleurs que les présidences de délégation. Certes, on avait décidé ensemble que pour l'avenir, il en serait différemment. Sauf que l'avenir nous incombe aujourd'hui. Et donc, nous avons souhaité montrer également le changement dans la gouvernance du Sénat. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes amis de ne pas considérer que parce que nous étions aujourd'hui majoritaires au Sénat, nous allions pouvoir occuper toutes les responsabilités, mais qu'au contraire, il allait falloir les partager. Nous avons donc proposé la présidence de la Commission des finances au groupe d'opposition majoritaire et nous avons décidé, puisqu'il y a aujourd'hui 5 délégations sénatoriales, il y a 5 groupes politiques au Sénat, que chaque groupe politique aurait la présidence d'une délégation. Je pense que ce geste-là a été, pour beaucoup, dans le climat qui, malgré tout, me paraît apaisé, tranquille, aujourd'hui au Sénat. Il y a un élément sur lequel je voudrais intervenir parce qu'il nous tient à cœur, et je ne voudrais pas que vous le considériez comme une entrée obligée, mais vraiment, il correspond à ce qu'est le Sénat. C'est un peu naturel pour un président de Sénat de s'exprimer là-dessus, c'est l'outre-mer. D'emblée, nous avons affiché cette volonté de mettre en avant les problèmes de l'outre-mer et aussi les atouts de l'outre-mer. Lorsque je me suis exprimé en tant que président du Sénat lors de mon installation, ce sont les premiers mots que j'ai prononcés. Et nous avons voulu créer une délégation à l'outre-mer qui, dans le fond, est la continuité de ce qui avait été mis en place. Et je veux souligner les efforts qui avaient été accomplis par le président Larcher de ce point de vue-là, qui avait créé un comité de suivi sur l'outre-mer, qui avait pu travailler, mais nous étions à un moment où il fallait déboucher sur un autre cycle de façon à ce que les choses se concrétisent réellement. Et en conséquence, nous avons créé une délégation à l'outre-mer dans laquelle il y aura pour moitié toutes les sénatrices et les sénateurs d'outre-mer, et l'autre moitié constituée par des sénateurs de métropole. Un Sénat qui assume le pluralisme de sa gouvernance aussi. Vous le savez, j'ai proposé que nous puissions constituer un groupe ici dans cette Assemblée à partir de 10 membres. Ce n'est pas une révolution, hein, il ne faut pas remonter très loin pour se souvenir qu'ici au Sénat, les groupes étaient constitués à partir de 11. Je crois que c'était à peu près 10-15 ans. Il y a eu une évolution ensuite. Nous arrivons à 10. Vous le savez, si nous le faisons, c'est parce que nous considérons que la sensibilité écologiste, qui est réellement et significativement représentée aujourd'hui au Sénat, puisse disposer d'un groupe. Et je crois que ce sera peut-être pas unanimement, mais très largement, majoritairement, accepté par mes collègues.
D'autres considérations aussi sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Il y a un troisième point qui intéresse aussi beaucoup, si j'ai bien regardé le paysage, c'est la nécessité pour le Sénat de regarder son propre fonctionnement. Et donc, je l'ai affiché d'emblée, je souhaite que nous puissions aller vers un Sénat plus modeste et un Sénat plus transparent. Un Sénat plus modeste, vous savez, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut d'abord commencer par s'infliger, si je puis dire, à soi-même un certain nombre d'efforts. Donc, contrairement à ce qui avait été prévu dans un premier temps, même si je sais que mes prédécesseurs et mon prédécesseur avaient l'intention de revoir la voilure un petit peu, nous ne procéderons pas à une adaptation du budget en fonction de l'inflation, ce qui aurait correspondu à une augmentation d'1,8%, mais au contraire, nous voterons un budget en baisse de 3%, c'est-à-dire que les dotations de l'État qui contribuent au budget du Sénat baisseront de 3%. Et cela, alors même, je vous demande simplement de réfléchir à ce point, parce que ce n'est pas la même chose partout, alors même que les effectifs du Sénat vont passer de 343 sénateurs à 348. C'est un effort tout à fait conséquent qui va nous amener à prendre un certain nombre de décisions. Alors, comme dans toute institution, assemblée, association ou entreprise, il y a le fonctionnement et il y a l'investissement. Chez nous, l'investissement représente une part assez faible de l'ensemble, autour de 7%. Et pour assurer la pérennité de cette sobriété dans le temps, il nous faudra rapidement prendre des décisions qui joueront sur le fonctionnement. Néanmoins, il va y avoir une année charnière là, qui se présente et pour laquelle nous devons faire moins 3%. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de stopper un certain nombre d'investissements qui pouvaient paraître tout à fait légitimes, et donc les travaux, pour l'essentiel, qui, pour certains, à mon avis, ne seront pas repris, même si j'utiliserai des formules différentes, et qui, pour d'autres, devront faire l'objet d'une réflexion et de la mise en place d'un programme qui s'étalera sur plusieurs années. Lorsqu'on a à faire des efforts, vous le savez aussi, il y a une ligne qu'on regarde plus particulièrement, même si elle est très importante, c'est la ligne communication qui subira une baisse conséquente. Nous allons également demander à toutes les directions du Sénat de faire des efforts significatifs et donc toutes les dépenses seront passées au peigne fin. Nous allons également, bien entendu, regarder la situation des personnels avec attention. C'est tout à fait sensible comme sujet. Moi, je tiens à me féliciter de la qualité des personnels qui travaillent ici au Sénat et d'une certaine manière à les rassurer, puisque nous avons des personnels compétents, une organisation, une administration du Sénat qui s'est montrée parfaitement loyale, et c'est un élément de grande satisfaction pour moi. Néanmoins, notamment pour les recrutements à venir, nous serons amenés à regarder les choses avec des préoccupations peut-être plus fortes. Il y a des points qui sont soulevés régulièrement. Il y a par exemple la question des déplacements des sénateurs ou des parlementaires en général, car nous ne sommes pas les seuls. Je veux vous dire que là aussi, le régime sera un régime assez drastique, puisque nous allons pratiquer une baisse importante sur ces budgets et nous allons demander à ce que les choses soient beaucoup plus encadrées. Pour faire vite, la baisse sera au moins de 20% sur les déplacements des groupes d'amitié. Un certain nombre d'autres déplacements seront revus, voire même supprimés. Il y a d'autres sujets qui me paraissent très importants. Vous savez, et j'en finirai peut-être par là, sur ce point, pour vous laisser ensuite me questionner. Moi, je crois que ce qui a pu faire problème dans le passé par rapport au Sénat, c'est ce sentiment, cette impression de secret qui pouvait entourer notre fonctionnement et les décisions que nous prenions. Alors même que de véritables secrets, à mon sens, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit de
d'essayer de s'informer, et certains sont particulièrement informés, j'ai noté, mais je crois que nous avons intérêt à lever cette opacité. En conséquence, la meilleure des manières, qui nous permettra d'en finir avec ces allusions, permettez-moi aussi de dire quelquefois ces fantasmes qui tournent autour de cela, ce sera de décider que le budget du Sénat sera non seulement élaboré, mais aussi débattu de façon transparente et publique. Dans un premier temps, je proposerai que le budget du Sénat ne soit plus simplement du ressort d'un conseil de questure, mais soit débattu et décidé par le bureau du Sénat, ce qui permettra de rendre public tous les aspects budgétaires et financiers de notre vie interne. Et même si je sais que les ordonnances de 58, pour l'instant, ne permettent pas le projet suivant, je crois que nous pouvons contourner cet obstacle et y arriver. Et je pense qu'il serait bon que notre budget soit débattu en séance plénière par nos collègues, ce qui constituera, vous l'avouerez, la phase, je ne dirais pas finale, enfin décisive pour faire en sorte qu'il y ait la plus grande transparence sur ces questions qui, je vais vous le dire tout net, ne me passionnent pas. Moi, je suis arrivé ici en tant que responsable politique. Je ne suis pas arrivé ici pour être le superintendant du Sénat qui doit se préoccuper de la cave, du grenier, se demander s'il ne faut pas repeindre la façade. Ce n'est pas tout de même l'essentiel de mes préoccupations, même si j'ai bien compris que, compte tenu du contexte dans lequel nous étions, et aussi des questions qui avaient été soulevées, je me dois de répondre aux problèmes qui sont ainsi mis en avant. Alors, ce que je proposerai, c'est qu'il y ait rapidement deux groupes de travail qui se mettent à fonctionner et qui me rendent des décisions, mais non pas dans un avenir très éloigné, très vite. Un premier bilan sera fait fin 2011, fin du mois de décembre. Un groupe de travail qui sera animé et présidé par mon collègue Jean-Léonce Dupont, qui appartient à l'ancienne majorité sénatoriale, et qui se préoccupera des problèmes de conflit d'intérêts et des questions d'incompatibilité aussi. Ça peut, pour certains, ne pas signifier grand-chose, mais je vous l'assure, concernant la vie publique et les questions que nous avons à nous poser sur nous-mêmes, c'est une question essentielle. Nous voulons ne pas être en retrait par rapport à ce sujet, mais au contraire, très rapidement, faire des propositions qui seront des propositions significatives. Il y a la question qui touche, puisque, bon, je vous ai dit, il y a le fonctionnement. Dans le fonctionnement, il y a, là aussi, plusieurs parts. Les dépenses liées aux revenus des sénateurs, les dépenses liées aux revenus ou aux salaires de nos assistants, deuxième tiers, et le troisième tiers, dépenses liées au salaire des personnels. Et donc, naturellement, là aussi, un travail sera fait, un travail extrêmement précis. Un groupe de travail va se mettre en place qui sera animé par le premier questeur Jean-Marc Todeschini avec notre vice-président Thierry Foucault, et qui regardera, qui passera au tamis toutes les questions qui ont été soulevées sur les trois sujets que je viens d'évoquer, et qui feront des propositions concrètes sur les revenus, sur les retraites, sur d'autres sujets encore que je n'ai peut-être pas à ce moment précis en tête, mais sur des questions auxquelles nous apporterons des réponses, même si, d'ores et déjà, je leur ai indiqué un certain nombre de points sur lesquels il me semblait qu'il fallait faire rapidement des efforts. Le dernier point, mais on en parlera, j'espère que vous relayerez cette information, nous voulons organiser des états généraux de la démocratie territoriale. Je vous disais tout à l'heure en commençant, et donc je vais finir par là, il s'est passé quand même un événement considérable, mais qui a été provoqué par quoi? Qui a été provoqué par un malaise, par un désarroi profond dans le pays, notamment des territoires et des élus locaux. Donc, et je crois avoir été rejoint en cela par tous les groupes politiques qui ont manifesté leur accord unanimement lors du dernier bureau du Sénat, nous avons à faire entendre la voix du Sénat aujourd'hui. Nous nous situons dans le fond après une période
pas vraiment évidente, hein, où les élus locaux se sont vus d'une certaine manière un peu déstabilisés, beaucoup déstabilisés par la disparition des services publics locaux, des réformes qui sont intervenues qui ont été non comprises, pour employer un euphémisme, et qui même les a déconcertés, et surtout un climat dans lequel ils se sont sentis montrés du doigt. Souvenez-vous, hein, on va le répéter, je le répéterai cet après-midi encore au congrès des maires, ces élus, ils sont trop nombreux, ils sont trop dépensiers. Bon, à la fin, on arrive à une situation où c'est encore plus compliqué et où ça coûte encore plus cher. Et puis, donc, cette élection sénatoriale a montré que, notamment la question des moyens mis à disposition des collectivités territoriales et locales, je veux parler de la taxe professionnelle et de la fiscalité qui touche les collectivités, a créé des situations qui sont des situations de grande incertitude. Donc, beaucoup de sujets ont été posés et la réponse a été apportée le 25 septembre. Et nous nous situons aussi quelques mois, je crois que c'est 5 mois à peu près, 5 à 6 mois, avant une élection nationale majeure, l'élection présidentielle, celle qui est la grande élection dans notre démocratie ici en France, et à quelques mois également des élections législatives. Donc, nous avons pensé qu'il était bien que nous puissions nous tourner vers les élus locaux, mais pas nous tourner vers les élus locaux de là-haut vers en bas, de faire en sorte que ça parte du bas et que ça remonte vers le haut. Et j'ai écrit d'ores et déjà à presque les 550 000 élus que comporte notre beau pays pour leur dire, bon, ben, le temps du mépris, c'est un peu terminé. Nous, on a envie d'abord de vous entendre. Faites un bilan de ce que vous ressentez. Voyons quelle est la véritable situation des collectivités, celle des élus dans ce pays. Exprimez-vous sur un certain nombre de thématiques et on va vous permettre d'en débattre. Donc il y a un premier temps qui est un temps de questionnement. Donc un questionnaire va être élaboré. C'est un comité de pilotage totalement pluraliste qui sera mise en place avec tous les représentants des groupes politiques. Et nous allons essayer de faire quelque chose d'abord de plus intelligent possible. On n'est pas en train de monter une nouvelle usine à gaz. On veut être très précis et si possible, efficace. Ensuite, nous organiserons le temps du débat. Et donc, il y aura des débats locaux à tous les niveaux qui le souhaiteront. Et notamment, ça sera au mois de janvier, des forums interrégionaux avec la participation de toutes les grandes associations d'élus dans ce pays, à commencer par l'AMF qui tient son congrès aujourd'hui, mais aussi l'ADF, l'ARF, beaucoup d'autres. Des forums interrégionaux où on aura constitué, je veux dire, une sorte de cahier de doléances où remonteront des éléments dominants de ce que peuvent penser les élus, mais aussi en termes de propositions. Et le final, parce qu'il faut que tout cela débouche sur un moment particulier, il n'ira pas au-delà de la fin de la session parlementaire. Donc on peut imaginer dans la dernière semaine de février, les États généraux, alors j'allais dire ici à Paris, peut-être pas, moi il y a une idée qui me paraît intéressante, mais on verra ce que ça donne, puisque je suis toujours très soucieux de la concertation, c'est de tenir cette grande réunion à Versailles, puisque nous avons une belle salle qui n'est pas très souvent utilisée, où près d'1 millier d'élus locaux participeraient à cette dernière phase des États généraux de la démocratie territoriale. Vous savez, dans le passé, un de mes prédécesseurs, que je cite souvent pour son action ici au Sénat, c'était Christian Poncelet, avait réuni plus de 10 000 élus municipaux ou même maires avec leurs écharpes dans les jardins du Luxembourg. Je pense que ce n'est pas trop ambitieux que de voir réunir près d'1 millier d'élus pour discuter concrètement des problèmes et arriver à quoi ? Arriver à présenter une plateforme dans laquelle il y aura des éléments de convergence, parce que vous savez, quelle que soit la sensibilité à laquelle on appartient, les élus ont des points qui les amènent à se retrouver, mais aussi des points de divergence. Et ce travail-là, ce sera une forme d'interpellation en direction des candidats à l'élection présidentielle, puisqu'il faut parler clair. Nous l'aurons réalisé de la manière la plus pluraliste possible, en respectant toutes les idées, et j'espère que nos candidats
pourront puiser dans ces réflexions des éléments intéressants. En tout cas, ils auront, j'espère, le point de vue du terrain, de ce que pensent les élus, et c'est le Sénat qui aura porté cette voix de façon à ce qu'elle se fasse entendre dans ce contexte de campagne présidentielle. Voilà, pardon, je sais que les introductions sont toujours trop longues, je n'ai pas dérogé à la règle, mais encore une fois, merci de participer à cette rencontre. Ça ne sera pas la dernière. Je ne me suis pas mis à la diète médiatique, comme j'ai entendu, expression que j'ai entendue ailleurs depuis le 1er octobre, mais c'était un peu cela tout de même. Et je souhaitais vous réserver cette semaine du Congrès des maires la possibilité de dialoguer, d'échanger et peut-être d'amener des précisions qui n'étaient pas contenues dans mon propos liminaire. Voilà. Bien, donc oui. De la gouvernance du Sénat, François Gervais, Horizon Politique, il doit y avoir la création de 2 commissions. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions à la fois dans le calendrier et puis sur éventuellement les présidences qui pourraient revenir aux uns et aux autres groupes? D'accord. Alors je vais être rapide pour permettre beaucoup de questions. Donc, ma première idée était de dire la réforme de la Constitution a permis des évolutions. Il faudrait que le Sénat soit à l'identique de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les commissions permanentes. Et donc, de créer 2 nouvelles commissions comme à l'Assemblée. Avant de les énoncer, je veux vous dire que parce que, justement, le dialogue, ça sert à quelque chose, parce que j'ai entendu un certain nombre d'arguments que je considérais comme parfaitement fondés, nous avons décidé de créer une seule commission permanente. Ce sera la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. La commission des affaires économiques est la commission qui comporte le plus grand nombre de membres dans cette maison, près de 80 je crois, 78 plus exactement. Ça ne pose pas de problème que de scinder cette commission en 2. À côté de ça, ce n'est pas de même niveau, mais nous avons décidé de créer ce que nous appelons une commission sénatoriale. Ce n'est pas une commission permanente, c'est une commission à l'identique de ce qu'est la commission des affaires européennes, qui pourra être saisie de tout sujet sur un thème bien précis, l'application des lois. Et je crois que c'est un sujet, le contrôle de l'application des lois, qui nous interroge tous. Ce n'est pas un sujet ni parlementaire, ni universitaire. Ça veut dire, dans ce pays où, vous connaissez bien nos critiques, un fait divers, une loi, dans ce pays de boulimie législative, où nous avons une production intense, et on le voit bien, le rythme qui est le nôtre. La plupart de ces lois sont très partiellement utilisées, en tout cas appliquées, et il y a vraiment un vrai travail à faire, tout comme il y a un travail à faire sur le contrôle du gouvernement, qui est une de nos responsabilités. Et donc cette commission sera dotée de pouvoirs d'investigation dans ce domaine qui nous paraissent tout à fait, ces questions tout à fait essentielles. Voilà, donc là j'ai répondu. Nous créons une délégation de l'outre-mer, je l'ai dit aussi, et je crois, avec le groupe A10, avoir à peu près indiqué les modifications qui interviendront dans les nouvelles instances du Sénat. Alors, pour certaines, elles sont déjà décidées. La seule qui n'est pas, donc, commission de contrôle de l'application des lois décidée à l'unanimité par le bureau, délégation à l'outre-mer également, donc elles se mettent en place. La création d'une commission permanente doit faire l'objet d'un projet de résolution qui est débattu d'abord par la commission des lois et qui sera ensuite adopté ou pas par nos collègues en séance. Cette résolution contiendra 2 points, la création d'un groupe A10 et la création d'une commission permanente. Alors, vous aviez le doigt. Dans le cadre de la baisse de votre budget de 3%, je voulais savoir combien représente dans les frais de fonctionnement la part concernant les personnels.
Et puisque vous avez parlé d'un groupe de travail et sur les revenus et les retraites, etc., qu'est-ce que vous pouvez faire en la matière? Enfin, on voit mal comment vous pouvez agir sur des retraites ou les revenus des personnels. Vous avez raison de dire qu'on voit mal, puisque je vous indiquais qu'un groupe de travail, deux d'ailleurs, mais un groupe de travail plus particulièrement sur cette question va se mettre en place. Vous ne pouvez pas imaginer que je demande à mes amis de se réunir, de regarder tout ça dans le détail, et là, moi, même si j'ai quelques idées, vous donner le résultat des courses. Le personnel, ça représente les frais, les dépenses de fonctionnement dont je parlais tout à l'heure. Sénateurs, assistants, personnel, c'est 83% du budget, 83% du budget de fonctionnement, réparti à peu près équitablement. Donc, ne me demandez pas le chiffre à la virgule. Sur les questions que vous soulevez, qui touchent au statut des sénateurs, y compris les retraites, bien sûr, nous examinons. Il y a eu des avancées qui ont été réalisées dans ce domaine, mais il y a certainement des points à voir ou à revoir, et nous allons le regarder de près, notamment le régime de retraite des autorités du Sénat. Alors, oui, madame. Monsieur le Président, est-ce que la proposition de loi du droit de vote des étrangers aux élections locales hors communauté européenne est mort-née, maintenant que le Président a manifesté son désaccord avec cette proposition et qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale? Oui, mais j'ai envie de vous dire jusqu'à nouvel ordre, puisque le Président, il a manifesté cette position hier, mais il en avait manifesté d'autres avant, donc qui nous dit que dans les jours qui viennent, il ne va pas à nouveau changer de position, j'allais dire changer de monture, pour avoir un point de vue complètement différent. Bon, je vous mets en garde là-dessus, parce que je ne vais pas vous rappeler, vous le savez tous, les déclarations du président Sarkozy, qui se disait favorable, à titre personnel, mais bon, donc l'aspect personnel n'a pas dû être suffisant par rapport à d'autres forces qui se sont manifestées. En tout cas, en ce qui nous concerne, je vais vous dire les choses clairement. Vous savez, c'est une question qui nous ramène au début des années 80, lorsque le président Mitterrand, dans ses propositions, avait intégré la possibilité pour des étrangers non communautaires de voter pour les élections locales. Et qu'est-ce que nous disions, nous, la gauche? On disait, on est très favorable, mais on ne peut pas le faire pour des problèmes constitutionnels, parce que le Sénat s'y oppose. Souvenez-vous, on disait, parce que le Sénat s'y oppose. Aujourd'hui, nous prenons la responsabilité, nous sommes majoritaires au Sénat. Nous sommes logiques avec nous-mêmes et cohérents. On n'a pas envie d'agiter je ne sais quel chiffon rouge. On veut être cohérent avec ce que nous avons dit. Puisque c'était le Sénat qui bloquait cette proposition de réforme, c'est au Sénat à prendre l'initiative de proposer donc de la faire aboutir. Et c'est pourquoi, le 9 décembre, je crois, sera examinée une proposition de loi, c'est pas le 9, le 8, voilà, excusez-moi cette approximation. Le 8 décembre, nous débattrons de cette proposition qui, je pense, fait honneur à la gauche, tout comme la déclaration de François Mitterrand à quelques semaines de l'élection présidentielle en 1981 sur l'abolition de la peine de mort faisait honneur à ce président. Et lorsqu'on voyage un petit peu, ou lorsqu'on est, comme moi, assez proche de certains pays comme l'Espagne, et lorsqu'on voit, mais de quelle façon aujourd'hui les choses se passent, sans que personne, ni à droite, et pourtant la droite espagnole, c'est pas rien, ni ailleurs, ne la remette en question, la possibilité pour les étrangers de voter aux élections locales, on se dit que vraiment la France a besoin de se mettre un peu en phase avec l'évolution des temps. Oui ? Sur ce sujet, on laisse entendre dire que la loi ne sera pas conforme à celle de 2000. Ce qui donc, qu'est-ce que vous pouvez préciser? Oui, c'est dommage, puisqu'il y a une évolution qui fait que nous ne sommes pas sur le même texte. Si ce n'était pas le cas, nous aurions voté conforme à cette PPL de 2000 et la loi aurait été donc applicable. Aujourd'hui, pour des raisons constitutionnelles que vous avez soulignées, nous sommes obligés de partir sur un texte nouveau. Et
Par conséquent, nous savons ce qu'il en sera. Mais il ne faut pas se désespérer, hein, parce que quelquefois on dit oui, mais ce n'est pas grave ce que fait le Sénat. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, il n'a pas le dernier mot. D'abord, il peut avoir un droit de veto sur un certain nombre de sujets. On ne les a pas évoqués. Je ne crois pas qu'il en soit question jusqu'à présent. Mais nous avons, la gauche, pu constater à plusieurs reprises que quand le Sénat s'oppose sur les lois constitutionnelles ou les lois organiques qui le concernent, ça signifie une fin de non-recevoir. Mais pour le reste, d'accord, c'est le dernier mot à l'Assemblée nationale, je ne le conteste pas. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct. Il est normal qu'il y ait cette différence entre les deux assemblées, qui d'ailleurs en fait la spécificité. Hein. Autant nous pouvons nous revendiquer des collectivités territoriales, autant l'Assemblée nationale a à faire valoir sa primauté. Vous savez, on est quand même à 5 mois d'une élection présidentielle. Et ce que nous disons, nous, ici, ce que la gauche formule comme proposition, doit aussi être regardé à l'aune de cette année 2012 qui commencera dans quelques jours et qui pourra peut-être voir de grands changements dans notre pays. Donc c'est très important ce que nous faisons. Oui ? Vous avez dit qu'au Congrès des maires, les ministres n'avaient même pas évoqué la PPL Sueur. Est-ce que vous êtes prêt au Sénat à accueillir la discussion autour de la PPL Pélissard et aboutir avant la fin de l'année à un texte sur l'intercommunalité que les élus attendent ? Je vais m'aventurer, n'ayant pas discuté de cela avec mes collègues. Moi, j'ai envie de vous répondre oui. C'est assez méprisant d'évoquer une PPL qui sera déposée à l'Assemblée nationale, la PPL du président de l'AMF, Jacques Pélissard, sans même dire que pratiquement la même, pour ne pas rentrer dans les détails, a été adoptée par le Sénat, pardon. Mais je ne vais pas procéder de la même manière. Nous sommes pour répondre aux préoccupations des élus locaux. Tout à l'heure, je vous ai dit, on n'est pas là pour faire de l'obstruction, on est là pour avancer. Si on a une PPL votée à l'Assemblée qui ne soit pas en contradiction avec ce que nous pensons, qui prenne en compte les grands principes que nous avons énoncés, et pour avoir reçu le président Pélissard, je n'ai pas l'impression qu'on soit en contradiction, je ne vois pas pour quelle raison on ne l'adopterait pas. Mais enfin, j'espère que mes amis, notamment du groupe socialiste, ne trouveront pas à redire de cette grande déclaration. Oui ? Marie-Bénédicte Allaire de RTL. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de certains postes que vous entendiez réduire, comme par exemple certains travaux ou certains voyages. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis et chiffrés ? Je vois bien que vous avez besoin de monnaie sonnante et trébuchante. Mais prenez en compte ce que j'ai essayé de vous dire aussi. Je ne peux pas, moi, m'inscrire en faux par rapport à la méthode de gouvernement à laquelle nous assistons depuis 4 ans, qui consiste à faire des réformes, à prendre des décisions sans associer personne, et puis décider que sur tel et tel point, je vais vous annoncer des décisions. Bon, mais il faut que je le fasse. C'est le jeu d'une conférence de presse. Vous me parlez des groupes d'amitié. Ce qui sera demandé, c'est une participation plus que doublée aux sénateurs dans ces frais occasionnés par les déplacements des groupes d'amitié. Nous allons réduire les enveloppes pour chaque déplacement et nous allons faire en sorte que les sénateurs fassent... vous savez, c'est très important, les groupes d'amitié. Hein, je voudrais quand même dire ça, parce qu'il y a une vision... Bien sûr, on peut très facilement caricaturer, mais lorsque les sénateurs vont à l'étranger, c'est dans le cadre d'échanges interparlementaires. Et lorsqu'ils se déplacent, ce n'est pas vraiment, à ma connaissance, vous pouvez toujours me citer des exemples inverses, pour faire du tourisme, ils ont des journées extrêmement chargées de rencontres, de consultations, de réceptions par les assemblées ou par les autorités. Et je pense que ça participe au rayonnement de la France à l'étranger et que le Sénat soit porteur vers l'international de cette nécessité, c'est aussi quelque chose que nous devons prendre en compte. Mais j'ai dit réduction drastique, donc nous porterons le ticket modérateur de participation du sénateur plus que doublé. Les voyages, pardon,
Voilà, là, on rentre dans le vif du sujet. Je crois qu'il est à 10% aujourd'hui. Il pourrait arriver à 20-25%. Ça ne poserait pas de problème à celui qui vous parle et peut-être à ceux qui vont avoir à en discuter. D'autre part, on diminue l'enveloppe et on ne pourra pas faire plus d'un voyage par an dans le cadre d'un groupe d'amitié. Voilà. Monsieur Guerrier. Non, c'est une... Ah, pardon, Suzette Bloch s'est emparée du micro. Oui. Elle ne veut pas le lâcher. Je voulais vous poser une question sur la réserve parlementaire. Quelle est votre position et est-ce que vous avez pris des décisions en la matière ? Bon, là aussi, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. C'est un sujet qui ne concerne pas que le Sénat, puisque ici, ça s'appelle les dotations d'action parlementaire. Ça existe aussi à l'Assemblée. Et d'une certaine manière, on pourrait considérer que les ministères, y compris sous une forme particulière, la présidence de la République, utilise ces dotations pour des montants parfois un peu différents. Mais je ne vais pas m'exonérer d'un regard sur ce qui concerne le Sénat. Première question, est-ce qu'il faut supprimer la réserve parlementaire ou la dotation d'action parlementaire ? Je veux dire, les responsables, il y en a 2 ou 3 ici, qui sont là, ils auraient plutôt envie de dire oui, hein, parce que ça nous enlèverait une série de tracas et de suspicions, de soupçons plutôt, sur notre fonctionnement, qui seraient très salutaires pour notre propre tranquillité et qui nous permettrait donc de travailler plus tranquillement. Mais il serait assez irresponsable d'une part de le décider comme ça alors même que beaucoup d'engagements ont été pris et d'autre part avant d'avoir une concertation avec nos amis de l'Assemblée nationale, ce qui a commencé pour avoir donc abordé ce sujet avec Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, et aussi avec, pour ce qui me concerne, mes amis du groupe socialiste à l'Assemblée. Donc on verra sur la question de l'existence ou pas. Ça peut être tentant. En même temps, on est dans une période où les collectivités locales sont aussi au régime sec, que le Sénat, par cet intermédiaire, puisse amener un petit coup de pouce aux collectivités dans la difficulté à réaliser certains projets, je ne suis pas profondément choqué. Je veux vous dire que tout cela est parfaitement encadré, légal, vérifié, que ce sont des dossiers qui sont soumis à des critères, à des conditions extrêmement strictes, et que cela s'effectue par l'intermédiaire le plus souvent du ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a là aucune opacité sur ce que sont ces dossiers. Nous pensons qu'il faut d'abord cadrer les choses d'une manière un peu plus importante, et notamment les subventions qui sont accordées aux associations, nous allons regarder de près parce que nous pensons qu'il faut les limiter au maximum et les réserver à ceux qui ne peuvent pas intervenir différemment. Et par ailleurs, bon, ce qui pouvait poser problème, c'est qu'ici, dans cette maison, il y avait des traitements différents entre les sénateurs. Voyons, c'est ça le problème. Donc la question, c'est la question de l'équité. Moi, je suis pour l'équité complète sur ce problème-là. Et je vais vous en apporter la démonstration. Jusqu'à présent, il y avait 3 autorités qui... à elle seule capter une bonne partie de la dotation d'action parlementaire. C'était le président du Sénat, le président de la Commission des finances et le rapporteur général du budget. Moi, je propose que cela n'existe plus et que je sois traité, non pas comme président du Sénat, mais comme sénateur de l'Ariège, au même rang, au même niveau que les autres. Nous allons identifier ce qui est de la responsabilité du Sénat. Ça, ce sont des propositions que je fais à mes amis. Je vous réponds pour ne pas sembler fuir les questions. On verra ce qu'il en ressort. Mais pour en avoir parlé avec tous les présidents des groupes politiques, il me semble qu'il y a une certaine convergence de point de vue là-dessus. Il faut identifier ce qui est traditionnellement de la responsabilité du Sénat, la coopération internationale, où le Sénat a permis de réaliser dans certains pays des actions qui, je crois, sont tout à fait intéressantes et reconnues pour notre pays et pour notre Assemblée. Ensuite, vous savez qu'il y a, malheureusement, on a vécu dans le Var dernièrement des situations imprévisibles, des sinistres, où le Sénat intervient. Bref, on va regarder tout ce qui est absolument du ressort du Sénat et pour lequel ce serait plutôt un recul de le supprimer
qu'autre chose. Et cela, nous le placerons dans ce qu'on a pu appeler un préciput, mais celui-ci sera géré différemment. Sur proposition du président du Sénat, après avis du bureau du Sénat, nous déciderons d'accorder telle ou telle subvention qui seront naturellement totalement rendues publiques et que vous pourrez consulter chaque fois que vous le souhaiterez. Pour le reste, ça laisse une somme beaucoup plus importante donc. Et cette somme, je propose qu'elle soit répartie à la proportionnelle des groupes et mise à la disposition des groupes pour qu'ils puissent donc l'affecter aux sénateurs de leur groupe en leur demandant de respecter aussi le principe d'équité qui me paraît indispensable, même si il y a aussi à encourager quelquefois ceux qui travaillent beaucoup, qui sont toutes les nuits ici, qui s'investissent beaucoup dans l'action du Sénat et qui devront peut-être bénéficier du petit plus qui permettra de lutter contre l'absentéisme. Thierry Guerrier, Europe 1. 2 questions, si vous permettez. D'abord, il y a la concertation, c'est votre méthode, mais il y a votre opinion personnelle. Est-ce que vous êtes, vous, favorable personnellement à une baisse de l'indemnité des sénateurs dans le contexte de crise actuelle, à l'instar de ce que proposait un de vos collègues députés pour les députés eux-mêmes? Deuxième question, quel doit être, question de principe, le rôle d'un Sénat? Vous avez déjà en partie répondu, bien sûr, depuis votre élection, mais quel doit être le rôle d'un Sénat d'opposition dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, alors que l'Assemblée a le dernier mot? Sur le premier point, moi je regarde sur... Bon, c'est une question que je vous demande de manier toujours avec quelques précautions, parce que, pardon de vous le dire, mais quelquefois on traite ce sujet. Vous savez, on peut aussi parler de la presse, hein. Moi je lis la presse, donc il y a des sujets récurrents comme ça. On a l'impression, lorsqu'il vous manquez un peu d'actualité, on a droit au reportage sur les francs-maçons, sur le temps qui n'arrête pas de changer, sur, vous voyez, et donc les revenus des responsables politiques. Regardons ce qu'il en est. Et là, vous m'avez parlé du salaire des sénateurs. Regardons ce qu'il en est au plan européen et regardons les conditions de travail des parlementaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos parlementaires puissent bénéficier de conditions de travail correctes, qui leur permettra, ou qui leur permet dès à présent, de pouvoir travailler en toute sérénité et même parfois en toute indépendance. Lorsque je suis devenu maire d'une petite commune, 80 habitants, lorsqu'on s'est retrouvé avec mon conseil municipal, on était 9, hein, on s'est demandé est-ce que vraiment le maire a besoin d'une indemnité. Mais c'est une question qui touche à la démocratie et je pense que faire en sorte que seuls ceux qui ont les moyens matériels qu'il ne leur soit pas simplement réservé à eux la possibilité de faire de la politique, c'est important. Donc, moi, sur les indemnités des sénateurs, je pense qu'elles sont tout à fait dans une moyenne européenne. Et je ne crois pas que ce soit là, principalement, que les efforts soient à faire. Les efforts seront à faire sur des questions qui ont pu être mises en avant et qui sont considérées comme pas tout à fait normales dans un contexte, vous parliez du contexte, qui est aujourd'hui un contexte difficile, pareil quelquefois de privilèges, on va le regarder tous de près. Mais honnêtement, si vous regardez la question des indemnités des parlementaires, hein, puisque ce sont les mêmes, hein, députés, sénateurs, il faut de temps en temps sortir un peu du Sénat, hein, c'est pas le Sénat là qui est sous le projecteur en train de répondre sous la pression. Non, on a les mêmes indemnités. Je vous dis, regardez toutes les statistiques, nous sommes dans la moyenne européenne. Est-ce que la France doit aujourd'hui considérer qu'il faille revenir sur ce salaire de base-là? Je pense que non. Par contre, on peut regarder de beaucoup plus près d'autres questions. Mais laissez-moi le temps de vous dire quelles décisions concrètes nous allons prendre, même si d'ores et déjà nous avons pris, et notamment le Conseil de questure ici, quelques décisions qui s'imposaient d'elles-mêmes. Mais je vous en reparlerai lorsque le groupe de travail m'aura rendu ses conclusions. Pour le reste, je vous ai un peu répondu. Moi, je pense que c'est très important ce que nous faisons, hein, parce que nous allons rentrer dans un grand débat national.
Nous avons un Sénat à majorité de gauche, même si moi, en tant que président du Sénat, j'ai à vérifier à ce que chacun soit traité de la même manière, veiller au pluralisme, veiller au respect des droits de l'opposition, mais tout de même, nous incarnons peut-être la France de demain, la France d'après mai 2012. Et même si, de manière un peu mesquine, on nous fait le coup du mépris, ou même si nos propositions de loi ou les décisions que nous prenons dans le cadre, par exemple, du budget, du projet de loi de finances ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont retoquées par la suite à l'Assemblée nationale, je crois que c'est extrêmement fort ce que nous faisons. Parce que nous obligeons le gouvernement à remettre le couvert sur ce qu'il a produit depuis 4 ans, et si j'ai bien compris, dont il a un peu honte d'ailleurs, puisque j'ai vu que sur le bouclier fiscal, le président, par exemple, pensait qu'on pouvait y revenir, même le gouvernement, ils ont même pris des décisions dans ce sens, mais qui ne s'appliqueront qu'en 2013 ou 2014 pour certaines. Nous avons proposé que ça s'applique immédiatement. Et voilà, refaites-nous le coup du bouclier fiscal. C'est ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, peut-être, d'une façon ou d'une autre. C'est, me semble-t-il, un rôle politique tout à fait essentiel. Monsieur Roger. Oui, 2 questions en une. Vous avez parlé d'une réduction des dépenses de communication. Sur quoi est-ce que cela va porter? Et deuxième point, est-ce que vous êtes favorable à une fusion des chaînes parlementaires LCP et Public Sénat? Sur la première question, je vais vous décevoir. Pardon, ça sera dans cette conférence de presse le premier point sur lequel je vous dis je n'en sais rien. J'ai demandé à ce qu'on regarde, à ce qu'on vérifie. On me dit oui, c'est possible. Donc la baisse va être tout à fait conséquente, de l'ordre de près de 300 000 € sur l'année qui vient. Mais je ne sais pas exactement sur quel point en particulier elle portera. Donc je ne vais pas essayer de vous dire ce que je ne sais pas, franchement. Sur le deuxième point, la question de la chaîne Public Sénat et LCP à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire d'abord que les chaînes parlementaires constituent une vraie réussite pour nous. Et pour avoir fait partie de ceux qui, mais tout à fait au début, alors même que Jean-Pierre Elkabbach présentait ses premiers projets, faisait preuve d'un peu de scepticisme, parce qu'on ne voyait pas très bien sur quoi tout cela pouvait déboucher. Aujourd'hui, je considère que c'est irremplaçable. Et le succès, je veux donc féliciter le président Leclerc et son équipe qui est présente ce matin avec nous. Et le succès de Public Sénat qui a notamment été fort lors de la passation, lors de l'alternance que nous avons vécue au Sénat, avec, même si pour mesurer l'écoute, l'audimat, c'est peut-être un peu compliqué, mais néanmoins, il y a des études extrêmement précises, montre que, bien sûr, grâce à la TNT, qui nous a permis d'accéder à une diffusion en grand public, montre que là, nous avons un outil essentiel au plan pédagogique, mais aussi au plan civique, pour informer nos concitoyens sur le travail des assemblées parlementaires. Donc ça, je voulais vous dire, pour nous, c'est un grand élément de satisfaction. Et donc, depuis assez longtemps maintenant, aussi cette question lancinante de savoir s'il faut fusionner les deux, avec l'idée que, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de deux chaînes, une à l'Assemblée, une au Sénat? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a une spécificité qui doit être maintenue. Donc, je ne suis pas favorable à la fusion, mais je suis favorable à une mutualisation des moyens qui aille dans le sens des économies la plus large possible. Voilà. Et avec le président de l'Assemblée nationale, à chaque réunion, nous en avons déjà eu 2 ou 3, nous abordons ce sujet, mais l'idée de la fusion, je crois, n'est, en tout cas pour moi, pas à l'ordre du jour. Oui, alors, puisqu'on parlait des équipes de Public Sénat. Le groupe centriste du Sénat vous reproche le coût de la création d'une nouvelle commission et d'un groupe. Que leur répondez-vous? Et deuxième question, François Rebsamen, le président du groupe socialiste ici,
avait évoqué l'idée de pénalité financière contre les sénateurs absents, seulement sur la question de l'absentéisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Les doléances du groupe centriste, je reçois régulièrement François Zocchetto. J'ai même reçu Jean Arthuis il y a quelques jours. Je n'ai pas tellement perçu de récrimination sur la mise en place des commissions. D'abord, je vais vous dire que ça ne pourrait porter que sur la commission permanente, puisque pour le reste, elles ont été votées à l'unanimité, y compris par les centristes en bureau. Écoutez, on a tous des problèmes. Nous, la gauche, nous avons un problème, me semble-t-il, c'est qu'il nous faut quitter notre culture d'opposition pour se rendre compte qu'on est devenu majoritaire ici au Sénat. Et peut-être dans notre fonctionnement, apporter quelques modifications. Et de l'autre côté, je pense que nos collègues de la majorité nationale, il faut qu'ils se débarrassent de temps en temps de leur culture majoritaire et se rendre compte qu'ils sont dans l'opposition. Si vous avez entendu, j'y faisais allusion tout à l'heure, des hauts cris sur des décisions qui ont été prises, c'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient plus majoritaires au Sénat. Et je dis ça, je le tiens de la bouche, je ne citerai pas qui, d'un haut responsable de la majorité nationale ici qui me disait partager mes préoccupations. Ils ont les leurs, nous avons les nôtres. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, nous, on n'était pas obligés de donner la commission des finances. À quoi ça correspond, la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale? C'est la grande tradition anglo-saxonne qui veut que le Parlement contrôle l'exécutif. Et donc, le président de la commission des finances appartient à l'opposition à l'exécutif. Est-ce que M. Marini appartient à l'opposition à l'exécutif? Non. Je n'avais aucune raison de cet ordre-là, institutionnel. J'avais écrit ça moi-même dans le rapport aux institutions que j'avais élaboré pour notre candidate lors de la dernière présidentielle. C'est une idée qui me tient à cœur. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Donc vous voyez la largesse, la générosité de la nouvelle équipe qui est arrivée aux commandes aujourd'hui. Nous avons 5 délégations sénatoriales. Auparavant, ils les avaient toutes. Nous, on a dit une par groupe. Le groupe socialiste, une seule délégation à la présidence de la délégation de l'Outre-mer. Il n'est pas sûr que le président de cette délégation soit membre du Parti socialiste. Je crois même que ce ne sera pas le cas. Parce que vous savez que nos sénateurs d'Outre-mer sont dans une réalité politique qui est souvent différente de la réalité hexagonale. Voilà, on a quand même, je crois, ici, donné l'exemple de ce que nous voulons voir au plus haut niveau de l'État. Et la gestion, entre guillemets, de cette maison se fait dans un sens extrêmement équilibré. Donc je suis prêt à entendre toutes les amertumes qui peuvent exister lorsque de majoritaire on devient d'opposition, mais ça nous est arrivé à nous aussi. Mais enfin, il faut aussi que chacun prenne conscience de ce que nous avons produit comme avancée. Alors, je ne suis plus président du groupe socialiste, je l'ai été 7 ans. L'absentéisme, c'est un vrai sujet. J'ai envie de laisser un petit peu de travail à ceux qui m'ont succédé, notamment à mon ami François Rebsamen. Je crois qu'il a raison. On a ce souci. C'est bon à l'Assemblée nationale, c'est bon au Sénat. Mais vous l'avez vu, il y a des délégations, il y a des commissions, il y a des groupes de travail, il y a aussi le terrain où nous devons être présents. Et la question de l'absentéisme est à traiter en considération des contraintes et des nécessités. Mais je pense qu'il y a de l'abus de la part de certains. Et si certains groupes souhaitent se doter de dispositifs qui sanctionnent ces abus, j'y serai favorable en tant que simple membre du groupe socialiste. Je vous en prie. Oui, permettez-moi de revenir sur le discours que le chef de l'État a prononcé hier à l'Élysée devant les maires. Le président du Sénat était invité et le président du Sénat aurait décliné cette invitation. Pourquoi ? Je trouve que c'est un mauvais procès qui m'a été fait par M. Hortefeux dans une émission hier, pour plusieurs raisons. J'en vois 5 raisons. La première, le premier problème, c'est que le président de la République, il a fait faux bond au Congrès des maires. Il est de tradition dans ce pays, François Mitterrand, Jacques Chirac, pour le président de la République, d'intervenir devant
l'Assemblée des maires, vous savez, c'est extraordinaire le Congrès des maires. C'est 10 000 élus qui sont présents. Une salle de 3 à 4 000 personnes. Vous vous souvenez que dans un premier temps, Nicolas Sarkozy avait fui le Congrès des maires pour des raisons qui le concernent, vous pouvez les comprendre. Puis il y était revenu, et là, à nouveau, il décide, bien tardivement d'ailleurs, ça sera donc la deuxième raison, de ne pas y venir. Donc cette question-là, j'aimerais qu'on la pose plutôt au président de la République, plutôt que dans un lieu protégé, sécurisé, confiné, faire venir des élus triés sur le volet. Il aurait mieux fait de venir s'exprimer devant une grande salle, c'était plus démocratique. En tout cas, c'est l'idée que je me fais d'un président de la République qui n'a pas peur du contact avec les territoires et avec les élus qui les représentent. Le président Larcher, et je veux le féliciter sur ce point, a institué ici une tradition, c'est de recevoir les sénateurs d'outre-mer. C'est une tradition que je voudrais presque immuable. Et vous savez qu'avec nos collègues d'outre-mer, il faut aussi jouer sur les agendas. Donc ils savent que le mercredi soir, ils sont reçus au Sénat. Puis il y a d'autres raisons, mais elles sont plus... Le président du Sénat n'a pas été invité en tant que président du Sénat, si vous voulez savoir. Voilà. Donc, voilà. Mais les deux raisons essentielles, c'est que premièrement, j'étais occupé, et deuxièmement, il faut d'abord balayer devant sa porte. Dans tout ça, je me demandais, c'est qui le coq de bruyère? Mais le coq de bruyère, c'est celui qui devient sourd et aveugle. Et quand on ne voit pas ce qui se dit au Sénat et quand on est incapable de voir la réalité d'un paysage institutionnel qui a changé, bon, c'est pas méchant ce que je dis. Nous, c'est un petit animal qu'on aime beaucoup, le coq de bruyère. Je ne voudrais pas que ce soit considéré comme quelque chose de trop dur. Je vous dis, je l'ai déjà utilisé, cette image, parce que j'adore mes Pyrénées, j'adore approcher cet animal. Vous savez, on appelle ça l'approche au champ. Quand il se met à caqueter, là, on peut y aller, on se dissimule derrière les arbres et on l'approche. Voilà, mais on va peut-être faire comme ça d'ailleurs. Et puis ils vont se rendre compte à la fin qu'ils sont tellement entourés qu'il va falloir peut-être passer le relais à d'autres. Monsieur Bell, vous disiez tout à l'heure ce que la gauche formule doit être regardé à l'aune de 2012. Je voulais savoir dans quelle mesure la présidentielle impactait vos propositions de loi et si, en plus de ce droit de vote accordé aux étrangers, vous envisagiez d'ouvrir d'autres grands sujets de société, comme l'ont fait vos collègues députés, par exemple, sur le mariage entre personnes du même sexe. Le problème, c'est qu'on est dans un calendrier qui est contraint. Vous savez que la session parlementaire se terminera le 23 février, je crois. Nous avons donc, en temps utile, des périodes limitées, d'autant que l'ordre du jour est partagé et qu'en 2012, jusqu'à fin février, 4 semaines seront occupées par l'ordre du jour gouvernemental, ce qui est bien normal, et 3 semaines pour nos assemblées. Donc la difficulté pour nous, c'est de pouvoir aligner des textes. Nous avons des semaines d'initiative, nous avons des semaines de contrôle. Quelquefois, on nous reproche... comment dire, une certaine improvisation dans la manière de fonctionner du Sénat. D'abord, c'est assez sévère comme jugement, parce que je trouve que les choses se passent plutôt bien. Et puis, est-ce que c'est pas un peu normal, enfin, 50 ans d'une assemblée monocolore, une majorité différente intervient. Il est quand même un peu nécessaire pour nous de sentir les choses et surtout de faire vivre le changement au Sénat, y compris sur ces questions-là. Donc, j'entends votre question. Nous avons un certain nombre de sujets. Vous savez que la scolarité des enfants dans les écoles maternelles a été un sujet. Vous savez que le groupe communiste a notamment proposé un texte sur le repos dominical qui n'est pas totalement débattu et donc il sera revu, je crois, le 9 décembre. Voilà, il y a d'autres points. Celui dont vous parlez me paraît très, très important. Et les présidents de groupe qui sont à l'initiative de ces propositions de loi feraient bien de vous entendre, mais je vous dis, ça va être un peu juste. Vous avez raison,
Une deuxième question plus technique. C'est l'ordonnance de 59 qui s'oppose à ce que le budget du Sénat soit débattu en séance publique. Comment peut-on faire pour changer les choses et aboutir à plus de transparence? Alors, sur les coûts, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est arrivé là pour ne rien faire et surtout se comporter non pas en bon père de famille, mais en conservateur qui presque grippe-sous, qui serait incapable de prendre la moindre initiative. Donc ça va avoir un coût, les États généraux, mais très honnêtement, et pas vraiment significatif par rapport au budget général du Sénat. Je peux même vous donner des éléments parce que on m'a parlé de ça aussi. Vous auriez pu m'interroger sur le coût de la nouvelle commission de développement durable. En vous donnant ce coût-là, peut-être ça donnera un ordre d'idée pour le reste, je ne sais pas, non, ça n'a pas de rapport. On m'indique qu'elle serait de l'ordre de 280 000 € pour l'ensemble des frais supplémentaires que cela représente. Bon, vous savez, nous, on a décidé de créer une commission pour travailler sur un sujet, l'écologie, le développement durable, l'aménagement du territoire. Voilà notre initiative en arrivant. Lors de du dernier renouvellement, ce qui avait été décidé, c'est de créer 2 postes de vice-président supplémentaires. À choisir, je pense qu'on n'est pas forcément dans le mauvais sens, quoi. Sur le deuxième point, Joker, je sais que constitutionnellement, en effet, il faut revoir cette ordonnance. De quelle manière faut-il s'y prendre? Je consulterai ceux qui ont une science beaucoup plus infuse que la mienne. Oui. Président, bonjour. Marc de l'Écluse République TV. Concernant les États généraux de la démocratie territoriale, dont on a vu l'annonce un petit peu sur le stand du Sénat au Congrès des maires, je voulais savoir si ça fait un peu écho au titre du Congrès de la RF sur l'acte 3 de la décentralisation ou à la conclusion du président Rousset qui disait finalement il n'y aura peut-être pas d'acte 3 de la décentralisation. On n'ajoute pas trop de confusion, on ne bouge pas trop la décentralisation. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est sur la vie ici au Sénat. Le président Poncelet avait ouvert vers l'extérieur, avait accueilli beaucoup d'entreprises, de réunions économiques. Ça avait effectivement beaucoup joué en faveur du Sénat, mais est-ce que c'est le rôle du Sénat? Est-ce que vous, au contraire, en période de disette budgétaire, vous avez l'intention plutôt de refermer cette ouverture? Merci. Sur la première, c'est vrai que le terme décentralisation, malheureusement, a été galvaudé. Et aujourd'hui, si vous interrogez, y compris les élus municipaux, je parle des élus des communes, sur la décentralisation, je ne suis pas sûr qu'immédiatement, ça éveille en eux ce qu'on connaissait dans les années 80 et 90. Puisqu'on a connu une décentralisation ou des réformes qui prétendaient aller dans le sens de la décentralisation, qui ont plutôt constitué soit une marche arrière, soit des éléments de complexité, voire même du fait de compétences transférées qui ne voyaient pas suivre les moyens, de vraies difficultés dans les collectivités. Donc, ce que voulait dire le président de la RF, Alain Rousset, allait dans ce sens. Moi, je sais que c'est repris, y compris par un candidat à la présidentielle. Moi, je lui proposerai pas de dire acte 3 de la décentralisation, parce qu'il y aurait donc eu un acte 1, un acte 2, on serait sur un acte 3. Je préférerais qu'on parle d'un nouveau souffle pour la décentralisation, ou plutôt, et c'est pour cela que nous l'avons appelé ainsi, une nouvelle avancée de la démocratie territoriale. Parce que si on donne des termes qui donnent le sentiment aux Français que nous sommes en train de traiter des problèmes d'élus, et donc des problèmes d'initiés, auxquels ils ne comprennent rien, je crois qu'on est à côté de la plaque. Moi, je vois plutôt la démocratie territoriale, et je pense que c'est absolument nécessaire, et je conseillerais aux candidats que je souhaite voir arriver à la présidence après le mois de mai, de procéder assez rapidement, pas dans le mois qui suit, mais assez rapidement, pour passer une réforme qui n'est pas l'essentiel des préoccupations des Français. C'est, lorsque vous interrogez les Français, ça vient au 17e rang de leurs préoccupations. Mais les institutions, la décentralisation, c'est la clé de voûte, ce qui permet ensuite de mieux réformer le pays. Donc à partir de là, il faut absolument agir. La deuxième, je ne me souviens plus de quoi vous... oui, les initiatives notamment de Christian Poncelet.
Je suis d'accord avec vous, il y a eu des initiatives qui ont été prises, et peut-être pas comprises, mais qui ont été prises à cette époque-là, qui sont, à mon avis, très positives. Par exemple, l'opération Talent des cités, opération à laquelle j'ai participé dès le lendemain de mon élection, qui permet à des jeunes, pour employer l'expression, issus pour la plupart de la diversité, de mettre en avant leurs projets, cette capacité d'inventivité, de création qui est très forte, de donner une vision positive de ce qui se passe, notamment dans nos banlieues. Excellente opération. Et hors de question d'y revenir. Également en direction du monde économique, il faut montrer que les assemblées, le Sénat n'est pas totalement fermé sur ces problèmes, ça revient à ce que je vous disais à l'instant, mais a la capacité à s'intéresser à des questions qui sont d'ordre plus général, plus large, notamment sur le plan économique. Il y a toujours une tradition comme ça. Nous recevons les grands patrons, les grands décideurs, ici au Sénat, sous des formes diverses, et il y a de temps en temps des manifestations en direction des apprentis, en direction des PME. Je pense qu'il est normal que dans ces périodes de disette, on veuille revenir à ce qu'on a appelé notre cœur de métier. C'est-à-dire d'abord faire la loi, contrôler le gouvernement, agir en parlementaire. Mais cela ne nous empêche pas aussi de nous situer dans une France qui est en mouvement, dans une France qui change, dans une France qui bouge, et de montrer que nous sommes à l'écoute et que nous participons à cela. Et comme je propose les États généraux de la démocratie territoriale, qui constituent également une sorte d'ouverture vers l'extérieur, moi, je ne supprimerai pas trop facilement, d'un coup de crayon, des initiatives que j'ai considérées comme tout à fait intéressantes. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci, et en espérant que vous serez aussi nombreux la prochaine fois. Ah oui, je vous reconnais. Ou que ce soit dans les zones rurales, là où il y a du commerce, il y a de l'activité, il y a de la richesse, il y a de